Bonjour Nico, Salut Antoine. de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de rapports, de précision sur les phénomènes hypnotiques, d'effets idéomoteurs, de tests hypnotiques et des outils d'hypnose en formation. Très bien, alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Et cette fois on a reçu vraiment beaucoup de questions de votre part, alors on va en prendre quelques-unes et puis on en prendra la prochaine fois aussi. Des questions qui souvent appelaient des précisions sur quelque chose qu'on a dit dans les différents rendez-vous précédents. Alors n'hésitez pas à vous référer aux liens qu'il y aura dans la description, et à chaque fois dans la description on ajoute pas mal de liens, on ajoute le menu interactif afin de vous faciliter la navigation. Donc merci de continuer de poser des questions, et n'hésitez pas aussi à développer pourquoi pas des cas, vraiment des questions précises sur des cas, des difficultés que vous avez, et même pourquoi pas des questions vraiment très très naïves, vraiment les questions les plus simples que vous voulez, ou même des questions précises, expertes, enfin toutes sortes de questions, et on tâchera d'y répondre le mieux possible. Et Nico, dis-moi, par quoi on va commencer aujourd'hui? Eh bien écoute, je te propose de commencer par une précision de quelque chose que tu avais dit sur le podcast précédent par rapport aux effets idéomoteurs. Est-ce que tu serais OK de commencer par ça? Oui, avec plaisir. C'est quoi la question? Alors du coup, la question demande, tu dis qu'un effet idéomoteur, c'est pas de l'hypnose. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu sur ce sujet-là, tout simplement? Oui. Alors, tout simplement. Oui. Alors c'est vrai que je fais souvent cette nuance de dire voilà, il y a l'effet idéomoteur ou l'exercice d'un levier idéomoteur par exemple, et je mets de côté de l'hypnose. Je dis ça peut être de l'hypnose, mais c'est pas forcément de l'hypnose. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai réalisé finalement assez tardivement. Souvent, j'ai longtemps confondu les deux en pensant que parce que c'est quelque chose que font les hypnotiseurs de travailler avec l'effet idéomoteur, du coup c'est de l'hypnose. C'est pas forcément le cas, c'est pas parce que les hypnotiseurs ont quelque chose dans leur boîte à outils que c'est forcément de l'hypnose. Et en réalité, c'est un phénomène d'ailleurs qui a été étudié, qui a été étudié et découvert un peu en même temps que l'hypnose. Et c'est pour ça que c'est les mêmes chercheurs qui faisaient des recherches sur l'effet idéomoteur et sur l'hypnose, et qui, justement, ensuite ont réussi à les mélanger et à les travailler ensemble. Mais ce sont deux choses distinctes. Il y a eu une mode au 19e siècle des chercheurs qui regardaient un peu ce que faisaient les guérisseurs, les spirites qui faisaient du spiritisme, c'était très à la mode à l'époque. Parce que c'était vraiment, au 19e siècle, à un moment donné, le jeu de société à la mode, c'était le faire du spiritisme. Mais il y avait aussi, toute cette mode pas mal de guérisseurs et pas mal de nouvelles méthodes comme ça, le magnétisme animal, et toutes ces choses-là ont intéressé des gens qui étaient des scientifiques et qui étaient plutôt sceptiques. Et qui se sont dit, sceptiques mais ouverts, c'est-à-dire vraiment ils avaient envie d'étudier ces choses-là, ils les rejetaient pas, mais ils rejetaient les explications qu'il y avait derrière. Ils voulaient pas croire que c'était véritablement une affaire d'esprit ou une affaire de fluide magnétique, etc. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens qui font ces choses-là. Il y a quelque chose qui se passe là dans ce cerveau, dans ce système nerveux, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qu'a donné cette exploration et finalement l'invention de la psychologie moderne. Parce qu'ils se sont penchés sur ces gens-là. Et donc, d'un côté, ils ont étudié, par exemple, des états modifiés de conscience, donc ça a donné l'hypnotisme, etc., qui est issu d'une démarche sceptique. C'est vraiment la version scientifique des pratiques de l'époque. Et d'un autre côté, ils ont étudié également ce qu'on faisait quand, par exemple, quand les gens utilisaient les tables de Ouija avec un alphabet et puis leurs doigts bougeaient, faisaient bouger un curseur sur cet alphabet et puis écrivaient tout un texte qui était soi-disant dicté par des esprits, ou quand un sourcier faisait bouger sa baguette pour trouver une source, etc. Il a toujours le sentiment que ça bouge indépendamment de lui, que c'est une force qui bouge la baguette, ou que c'est une force qui bouge le curseur du Ouija, ou que c'est une force qui bouge le verre, etc. Et ces chercheurs ont mis en place des expériences qui ont permis de montrer que c'était pas une force extérieure à eux, mais que c'était eux qui le bougeaient, mais qu'ils le bougent sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que comme ils ont l'idée que ça doit bouger, même inconsciemment, leur corps va envoyer des petits signaux, faire des petits mouvements, mais si petits qu'ils ne vont pas forcément s'en rendre compte eux-mêmes, qui vont pouvoir se mentir à eux-mêmes, qui vont pouvoir s'illusionner en pensant que ce n'est pas eux qui le font. Et ils sont dans un état de conscience en général assez obnubilé par l'objectif, donc de toute façon ils ont d'autant plus cette illusion.
Mais voilà, il y a cet effet idéomoteur qui a été observé, qui a été reproduit, qui a été donc il y avait un Anglais qui s'appelait Faraday et un Français qui s'appelait Chevreul qui ont commencé à décrire ça il y a fort longtemps, au début du 19e siècle, et puis c'est Carpenter qui a inventé ce nom de effet idéomoteur au milieu du 19e siècle, je ne sais plus exactement quand, et ça a été vraiment le début d'une étude vraiment très très intéressante. Et qu'on a reprise, c'est-à-dire qu'en effet, à la fin du 19e siècle, les chercheurs qui travaillaient sur l'hystérie travaillaient autant avec l'hypnotisme, le somnambulisme, qu'avec l'effet idéomoteur, par exemple l'écriture automatique, ou des signaux comme ça qui permettaient de communiquer avec les différentes parts de la personne qui souvent souffraient de troubles dissociatifs. Donc on communiquait avec telle ou telle part de la personne via l'effet idéomoteur. Ou alors via l'hypnotisme, c'est-à-dire qu'on la plongeait dans un autre état et on parlait avec cette part de la personne. On utilisait soit l'un, soit l'autre, bien souvent. Et parfois les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on l'hypnotisait, on l'endormait, comme on disait, et même dans ce sommeil, on utilisait finalement le fait qu'il y ait un muscle qui bouge, ou son bras qui bouge, plutôt que de la faire parler entièrement. Donc on pouvait combiner les deux, mais ce sont deux choses distinctes. Et on voit au XXe siècle, évidemment, la pratique de l'hypnose a été très influencée par Erickson, qui lui-même utilise énormément l'effet idéomoteur, et notamment les fameux signaux digitaux, oui, non, avec les mouvements des doigts, on utilisait des choses comme ça, mais d'autres choses encore, il parle beaucoup des signaux minimes. Les signaux minimes, c'est ce qui permettait au 19e siècle d'ailleurs aux mentalistes, qui existent toujours aujourd'hui, de développer des techniques comme la lecture à froid ou des choses comme ça, ou la lecture de pensée, où ils vous demandent de penser à un mouvement ou de penser à une lettre, par exemple, vous pensez à une lettre de l'alphabet et de vous imaginer l'écrire en grand. Et comme vous vous imaginez l'écrire en grand, en très très grand, vous imaginez un mouvement, et si vous imaginez ce mouvement, vous avez des muscles qui vont commencer à trahir ce mouvement, et ils avec une grande habitude, et aussi avec des petits trucs et astuces autour, ils vont pouvoir regarder quels sont les mouvements de votre corps, et déduire à quelle lettre vous pensez. Si votre bras a l'air de faire des petits frémissements qui font penser à un mouvement circulaire, ils vont exclure toutes les lettres qui sont pas circulaires, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs que Erickson parle de ces choses-là, l'observation des signaux minimes. Donc il y a ces deux choses qui sont l'effet idéomoteur d'un côté et l'hypnose qui sont très liées dans la pratique, mais qui pourtant sont différents. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien avoir une personne qui va faire de l'écriture automatique, et ça j'en avais déjà parlé, mais c'est-à-dire elle va voir son bras droit par exemple qui écrit tout seul et se dire waouh, mais c'est extraordinaire, vraiment mon bras écrit un mot, une phrase, et je sais absolument pas ce qu'il est en train d'écrire, je le découvre au fur et à mesure que ça s'écrit. Mais la personne elle-même, si vous regardez bien, elle n'a pas l'air elle peut avoir l'air un peu dans un état spécial, mais pas forcément dans un état d'hypnose profond. Elle est là, elle observe, elle est elle-même, elle est consciente, elle pense comme d'habitude, elle est consciente et elle est même consciente de ce qui est en train de se passer, elle est même très étonnée de ce qui est en train de se passer. Donc, et vous avez des gens qui sont extrêmement réceptifs aux suggestions qui provoquent de l'idéomoteur, par exemple l'écriture automatique, mais qui développent très peu d'hypnose pour le faire, qui ont besoin de très peu d'hypnose, ils sont dans leur état normal. Et vous avez des gens, au contraire, si vous essayez de faire le moindre mouvement idéomoteur, par exemple une main qui monte toute seule, immédiatement ça va les plonger en hypnose. Donc il y a quand même une sorte de relation. Il y a des gens chez qui ça va créer de l'hypnose. Et d'un autre côté, inversement aussi, de mettre une personne en hypnose, ça peut aider. C'est-à-dire que vous avez des personnes chez qui le bras il va pas monter tout seul. Dans leur état normal, c'est pas quelque chose d'acceptable. Donc il va y avoir une résistance au niveau des croyances, au niveau de leur j'en avais parlé déjà un peu de ça, mais de la protection contre la folie en quelque sorte. Donc vous les plongez préalablement en hypnose, par exemple via une suggestion de sommeil ou quelque chose comme ça, puis vous les réveillez un peu, pas trop, et à ce moment-là vous leur refaites faire l'expérience du bras qui monte, et soudain là ils montent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Donc ce sont deux choses différentes, mais qui collaborent très bien. L'hypnose peut aider à travailler avec l'effet idéomoteur, l'effet idéomoteur peut aider à créer de l'hypnose, et inversement. J'avais parlé une fois donc d'une méthode sur les acouphènes qui était basée sur un levier idéomoteur, donc une main qui monte toute seule, puis on dit plus la main monte, plus l'acouphène augmente, etc. On peut faire la même chose pour induire l'hypnose. Si on a une main qui monte toute seule, on a déjà quelqu'un qui probablement est quand même assez obnubilé par ce qui est en train de se passer. Donc il y a un début d'un truc un petit peu naturellement hypnotique. On ne peut pas vraiment parler d'un état qu'on aurait bien stabilisé encore. C'est encore un peu frais. Mais rien n'empêche de dire, eh bien très bien, maintenant votre bras va descendre. Maintenant qu'il est monté, il va descendre. Mais cette fois,
plus il monte, et plus il descend, et plus vous rentrez à l'intérieur de vous, vous faites abstraction du monde extérieur, vous n'entendez que ma voix, et vous laissez toutes les parties de vous qui n'ont pas besoin d'être réveillées s'endormir d'un sommeil hypnotique aussi profond qu'il est possible pour vous aujourd'hui. Par exemple, si je fais une suggestion comme ça, une suggestion directe, très simple, enfin plusieurs suggestions directes, très simples, du coup, ce simple mouvement idéomoteur qui consistait pour une main à monter ou à descendre, il est chargé de sens. Désormais, le fait que la main descende, ça va peut-être même être plus lent d'ailleurs, parce que maintenant, la main a une mission. Mais c'est de créer une rentrée à l'intérieur de soi, une anesthésie du monde extérieur, etc., etc. Donc ça va devenir un levier hypnotique. Donc ça peut devenir hypnotique parce que je l'aurais rendu hypnotique. Donc l'un et l'autre, donc l'effet idiomoteur n'est pas en soi suffisant pour être un signe d'hypnose. Mais ce que je conseille souvent, et qui est vraiment finalement la façon dont Erickson nous montre l'usage d'ailleurs de ça, c'est de commencer par de l'idéomoteur, parce que de commencer par une hypnose dissociée, comme on en avait parlé il y a un moment déjà, l'hypnose dissociée et l'hypnose associée, de commencer par ça, de commencer par dire, ben voilà, il y a le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre, et on va s'adresser à l'inconscient. Comment faire? Ben justement, on va mettre en place des leviers idéomoteurs pour pouvoir s'adresser à l'inconscient. Puis, au bout d'un moment, assez rapidement, quand ça s'approfondit, eh bien, laisser ça de côté et s'adresser plus directement à la personne. Voilà. Mais en tout cas, avec des personnes qui sont réticentes à l'hypnose, par exemple, qui ne veulent pas perdre le contrôle, comme on dit, eh bien, justement, on peut travailler avec leur inconscient sans leur permettre de rentrer dans un état modifié de conscience. Grâce à ça, justement, grâce à ces trucs qu'utilisaient à une époque les spirites, bien sûr, il faut savoir les introduire quelque part, mais ça permet justement de faire des choses, par exemple, on peut très bien travailler sur une phobie, ça m'est très souvent arrivé de le faire, de travailler sur une phobie avec des leviers idéomoteurs, sans que la personne, elle ait réellement été en hypnose. Pas vraiment, elle a peut-être été par moments dans un état un peu, ou alors des petites hypnoses un peu spontanées, mais on n'a pas sécurisé une belle hypnose. Et pourtant, on travaille tout aussi bien. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ça dans la boîte à outils de l'hypnotiseur moderne, l'hypnothérapeute moderne, l'hypnopraticien, peu importe. C'est que on n'a pas toujours le temps avec tout le monde pour obtenir des hypnoses profondes. Du coup, par contre, il nous faut du changement à un niveau inconscient. Les gens, ils veulent surtout du changement, pas forcément de l'hypnose profonde. Donc, l'effet idiomoteur va nous permettre d'avoir des leviers et d'obtenir du changement, même chez des gens qui à la fin de la séance, diront « Ouais, enfin bon, j'étais quand même très présent tout du long. Ok, d'accord, mais on a quand même obtenu du changement. » Donc je ne sais pas si ça donne quelques précisions là-dessus. Bon, c'est des choses que j'avais déjà dites, mais c'est vrai que c'est bien de revenir dessus. Sur la différence, cette distinction, à mon avis, entre ces deux outils qui sont l'effet idiomoteur et l'hypnose. Hypnose, le suffixe « ose » désigne une condition, un état. Donc l'hypnose, comme la narcose ou comme, voilà, ça désigne un état dans lequel on le met. Donc c'est quelque chose de bien spécifique. En fait, si tu veux, du coup, j'ai envie de te poser 3 questions maintenant que j'avais prévu de te poser, mais on va prendre. D'accord, vas-y, qui sont. Commencer à les introduire. Ah oui, d'accord, bah, très bien, très bien. Bah écoute, justement, tu parlais de phénomènes hypnotiques, on va prendre celle-là. Il y avait une question qui demandait, lorsqu'on ne perçoit pas de phénomène hypnotique convaincant en séance, quand on a fait par exemple 2-3 séances déjà, est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on conseille à la personne d'aller voir quelqu'un d'autre avec qui on aura un meilleur rapport justement? Lorsqu'on ne perçoit pas de phénomène hypnotique convaincant. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des phénomènes hypnotiques, et c'est vrai que j'ai dit qu'il y a ceux qui sont vraiment, du coup, manifestes pour la personne, pour nous, enfin, je veux dire, pour celui qui guide, qui accompagne. Ouais. Mais il peut y en avoir certains qui ne sont pas manifestes, mais qui sont, pas pour nous, mais pour la personne. Donc, il y a plusieurs façons. Le témoignage de la personne à la fin peut être quand même assez précieux. On m'avait posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il faut débriefer la séance avec la personne? Pourquoi pas? Je vous avais dit au début, débriefer, n'hésitez pas à demander à la personne à la fin de son expérience, c'était comment. Comme ça, vous avez quand même un peu de feedback, et ce qu'elle vous dit, ça peut être des phénomènes hypnotiques. Après, si clairement, moi, j'ai pas perçu de choses probantes, ni des phénomènes idéomoteurs, ni des phénomènes proprement hypnotiques, donc vraiment aucune manifestation, on va dire, de l'inconscient, rien qui corresponde à une livraison de quelque chose que j'ai commandé à l'inconscient. Au bout d'une séance, au bout de 2 séances,
Souvent, ça va s'accompagner d'une absence de résultats. Ou alors, si j'ai des résultats, c'est que tant mieux, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui est en train de se passer de toute façon. Mais sinon, si c'est pas le cas, si je n'ai toujours pas de résultat, ça peut être judicieux de passer le relais. Parfois, il y a une connexion qui ne s'est pas créée, ça peut arriver. Je dirais 1 ou 2 séances. Bon, faut pas forcément baisser les bras trop vite, hein. Mais je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si on n'a rien qui se passe, je dirais changer peut-être. Essayez de changer, de proposer quelque chose de complètement différent. Par exemple, si vous faisiez la séance allongée, dans un mode relaxation, etc., dites à la personne, bon, vous voyez, ça fait déjà 2 séances qu'on a faites, franchement, vous m'avez dit que vous n'étiez pas hyper convaincu, que vous n'avez pas ressenti grand-chose, et jusque-là, on n'a pas de résultat. Donc, ce que je vous propose, j'ai encore beaucoup d'outils dans ma boîte à outils, je vous propose qu'on parte sur quelque chose de complètement différent. Je vais vous demander de rester debout, et puis là, peut-être, vous pouvez partir sur quelque chose de plus classique, peut-être, peut-être plus hypnose, pas de spectacle, mais pourquoi pas un truc un peu plus direct. Ou inversement, si vous êtes parti sur quelque chose de direct qui va vraiment sur des phénomènes un peu, vraiment très objectifs et que vous les avez pas, du coup vous accumulez des choses qui ont l'air d'échouer, bien vous pouvez dire à la personne, écoutez, vraiment on va partir sur une toute autre direction. On va partir sur un truc très relaxation. Là, je vais vous demander vraiment de vous poser, on va laisser le corps tranquille, on va pas chercher à avoir des phénomènes. Et vous partez sur, par exemple, quelque chose de soporifique. Ça fonctionne souvent bien, hein. Des gens avec qui vous avez du mal à créer des phénomènes un petit peu, des mouvements automatiques, par exemple. Eh bien, vous partez sur du sommeil, ils s'endorment très bien, et après, vous faites du fractionnement, par exemple. Donc, vous pouvez partir sur d'autres choses comme ça, et sinon, pourquoi pas partir sur du questionnement. Quand vous buguez comme ça, si c'était pas le cas, si votre démarche n'était pas tellement coopérative, co-construction, eh bien, à ce moment-là, vous dites à la personne, voilà, vous arrivez aujourd'hui, c'est une 3e séance, et vous me dites, j'ai toujours vu aucun changement. Et vous me dites aussi que durant les séances, vous n'avez pas senti grand-chose. Donc, à votre avis, vous lui demandez à la personne, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui a manqué jusque-là? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Dans quelle position est-ce que vous aimeriez vous mettre déjà? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise? Par quoi vous aimeriez commencer? Et très souvent, la personne peut vous sortir un truc tout bête. Ça pourrait être, justement, j'aimerais être plus relax, ou j'aimerais être debout, j'aimerais un truc plus dynamique, ou j'aimerais m'imaginer quelque chose, et soudain elle vous donne une clé, et d'une certaine façon elle s'est un peu engagée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a répondu, où elle a construit avec vous, ça veut dire que si vous faites ce qu'elle vient de vous dire, si par exemple la personne vous dit eh bien j'aimerais que vous me fassiez une confusion, j'aimerais que vous me racontiez des choses qui n'ont pas de sens, parce que j'avais déjà vu quelqu'un qui avait fait ça, et ça avait bien marché. Bon. À partir du moment où elle vous a dit ça, elle vous a dit en gros, quand vous me ferez une confusion, alors, moi de mon côté, je m'engage à rentrer en hypnose. Donc il y a une sorte de... Il y a un pacte qui s'est créé à ce moment-là, dans la co-construction. Donc ça peut être une bonne façon d'essayer quand même de rétablir un rapport, d'établir un rapport. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas une relation qui s'est créée, hein, mais en effet, parfois on sent que le rapport, au sens vraiment hypnotique du terme, n'a pas été créé, il n'y a pas eu cette relation exclusive qui s'est créée. Mais parfois, oui, c'est vrai que ça peut arriver qu'on sente que, le courant passe, peut-être, on va dire poliment, mais pas au-delà, et il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu plus magique qui passe pour que l'hypnose se crée, et peut-être ça sera pas avec moi, et peut-être que ça sera pas à ce moment-là, ou peut-être que je m'y suis mal pris au départ, ou que l'autre, il peut y avoir plein de raisons. Donc ça arrive, hein. Ça arrive évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que si vous êtes praticien et que vous avez quelqu'un qui vous dit oui, je suis allé voir quelqu'un, ça m'a pas du tout plu, etc., etc. Bon, ça veut pas dire que la personne dont il parle travaille mal ou soit un sale con. Ça veut dire que le courant n'est pas passé, pour une raison ou pour une autre. Et peut-être qu'il va passer avec vous, mais ça veut rien dire. Ça veut pas dire que vous êtes meilleur que l'autre, c'est comme ça. Et vous-même, vous aurez des gens qui sortent de votre cabinet en disant oui, c'était très bien. Mais bon, qui en réalité se disent voilà, et puis qui vont aller voir quelqu'un d'autre et ça marchera mieux avec cette autre personne. Donc c'est vrai qu'il faut savoir, pourquoi pas le dire. Hein. Pourquoi pas dire, écoutez, dites-moi, là, c'est quand même 3 séances qu'on fait. Il n'y a pas le moindre petit bout de début de quelque chose qui a l'air d'aller dans un sens qui vous satisfasse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on tente que je vous donne les coordonnées d'un collègue? Vous pouvez tenter avec lui pour voir si le courant passe. Ou est-ce que vous voulez qu'on tente encore d'autres techniques? Et rien que le fait d'avoir dit ça, hein, ça fait que la personne, ça peut lui mettre une pression du genre non mais là,
voilà, maintenant il doit se passer quelque chose ou sinon on arrête. Et parfois ça bouge un peu les lignes parce qu'elle attend trop que ça soit vous qui fassiez des efforts pour arriver à créer ce contact. Et parfois quand vous lui dites non mais moi voilà, si ça marche pas, mais à un moment donné on fait quoi? Et bien là, parfois vous voyez qu'il y a une motivation supplémentaire qui se crée. La personne fait si non mais si, je pense que ça va aller aujourd'hui. Faites ci ça et ça ira. Puis ça débloque la situation souvent, mais pas toujours. Et après voilà, ça fait partie des choses dans ce métier, on n'arrive pas toujours à créer de rapport. Il y a un truc intéressant que tu as dit aussi, c'est je suis allé voir un de vos collègues et puis ça n'a pas du tout marché. Il faut pas hésiter à se renseigner sur qu'est-ce qui n'a pas plu, je pense. Dans le sens, si la personne elle a essayé de lui faire justement de l'idéomoteur et que c'est impensable pour elle de faire de l'idéomoteur, tu vas peut-être pas l'amener de la même manière, ou alors c'est pas les premiers tests que tu vas faire quoi pour la faire rentrer en hypnose. Oui, ça c'est une bonne question à poser. Ça c'est vraiment la bonne question à poser. C'est qu'est-ce que vous avez fait ensemble pour peut-être pas repartir sur la même base. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Enfin, essayer de sonder déjà pour pas repartir à zéro. Mais par contre, inversement, ça me fait penser d'ailleurs que si quelqu'un vous dit j'ai vu un de vos collègues et il m'avait fait ça et ça avait bien marché, ne partez pas forcément sur ce que la personne avait fait. Continuez de faire ce que vous savez faire le mieux. Je veux dire, vous avez votre méthode, faites votre méthode. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller essayer de copier un collègue. Vous ne serez pas à l'aise en vous mettant dans ses pas à lui, dans ses sabots à lui, quoi. Restez vraiment dans ce que vous savez faire et votre façon de procéder. Quitte à dire à la personne, voilà, par contre vous êtes chez quelqu'un d'autre et ça se passe pas forcément de la même manière chez tout le monde. Mais voilà. Après, oui, dis-moi. C'est juste qu'il y a un biais, surtout, c'est qu'elle peut te dire que ça s'est passé comme ça, et toi tu vas penser faire la même chose, et puis pour elle va dire ah ben non, mais c'était pas exactement pareil, parce qu'à ce moment-là il m'avait dit ça, alors que vous m'avez mis en hypnose différemment, donc ça peut même au contraire être contre-productif, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Oui, d'essayer de trop imiter, en plus on sait pas ce qui a marché réellement chez exactement. Donc on pourrait penser que oui, mais la dernière fois j'étais allongé, donc du coup ça avait bien marché, là ça marchera pas si je suis debout. Ça n'a pas forcément de rapport en fait. Ça n'a pas forcément de rapport avec la position, donc la personne peut découvrir. En général, moi je dis aux gens, ça vous dit de découvrir peut-être une autre expérience d'hypnose qui soit différente. Et les gens, la plupart du temps, me disent ah oui, au contraire, ça m'intéresse de... Allez-y, faites comme vous avez l'habitude, ça me va, quoi. Ouais. Justement, là-dessus, je pense quand même que un truc, c'est vraiment de pas chercher, de pas en faire une affaire personnelle. Si j'arrive pas à connecter, si j'arrive pas à avoir des résultats avec quelqu'un, je peux me mettre à faire beaucoup d'efforts pour ça. À vouloir lui offrir plus, faire des séances extrêmement longues, en lui disant mais non, mais vraiment, je veux arriver à quelque chose, lui donner énormément. Je montre moins ça marche, plus je montre de volonté de l'amener en hypnose. Et si je montre beaucoup de volonté de l'amener en hypnose, l'autre en face risque d'avoir un réflexe qui est pas du tout conscient, c'est pas sa faute, mais inconscient qui est de oulala, non mais attends pas si vite, c'est mon expérience d'hypnose. Donc il risque de freiner. Et alors que si au contraire je lui dis voilà, bon, vous y rentrez pas, moi je vous propose des outils, si ça doit prendre 15 séances, ça prendra 15 séances, ne serait-ce que pour rentrer en hypnose. Alors là, en général, si la personne elle voit que vous avez le temps, de toute façon vous êtes patient, c'est elle qui va s'activer, se dire oula, mais attends, il marche pas au défi en fait, il s'en fiche, donc c'est à moi d'y mettre du mien. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, n'en faites pas une victoire, il faut que j'arrive à créer des phénomènes hypnotiques chez cette personne. Non, on teste, on voit ce que ça donne, il y a des trucs qui collent, il y a des trucs qui collent pas, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, et c'est comme ça. Et du coup, c'est la personne qui va quand même fournir davantage d'effort, enfin de motivation, on va dire. Ok. Je m'attendais pas à ce que tu finisses ta phrase en plein milieu. De façon un peu abrupte. On parle de rapport, là, du coup, j'aimerais bien te demander une précision, parce que j'ai une question qui est aussi là-dessus, qui est sur créer le rapport rapidement, mais là, on parle plus de quand il y a une contrainte de temps. Là, t'évoquais plus, ça fait quelques séances, donc à un moment donné, il faut bien le créer si on voit qu'il n'y en a pas, ou alors faut passer la main. Mais quand il y a une contrainte de temps, donc j'imagine que c'est par rapport au podcast qu'on avait fait soit la dernière fois, soit la fois d'avant, je me rappelle plus. Est-ce que toi, tu as des techniques là que tu utilises ou que tu pourrais conseiller pour créer ce rapport de manière rapide? Oui, alors c'est vrai que la dernière fois j'ai parlé du rapport d'ailleurs, j'ai assez rapidement j'ai expliqué que le mot de rapport dans l'histoire de l'hypnose, il avait un sens assez spécifique d'un phénomène hypnotique qui est ce qu'on avait aussi appelé l'électivité ou qui porte d'autres noms comme ça,
qui est le fait que plus une personne rentre en hypnose, plus elle se coupe du monde extérieur. Sauf, évidemment, parce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette théorie, mais il y a des biais évidemment à ça. Sauf si sa façon de rentrer en hypnose est par une concentration sur le monde extérieur. Par exemple, si je rentre en hypnose en observant je sais pas moi, un pendule qui se balance, alors je vais me couper, mais pas du pendule. Il y aura une sorte de monoïdéisme, comme disait James Braid, de concentration de mon attention sur ce pendule. Il va devenir ma réalité. Mais après, si je rentre en hypnose parce que j'écoute tous les sons autour de moi, bah évidemment, forcément, je vais me couper de tout sauf de tous les sons. Donc forcément, j'aurai moins l'impression de me couper du monde extérieur. Mais disons que ce sur quoi je porte mon attention va devenir le centre de mon attention. Je suis attentif à ça et tout le reste disparaît. Sauf mon hypnotiseur. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui me parle, et c'est sa voix qui m'hypnotise, à ce moment-là, je vais continuer d'entendre sa voix. Je vais peut-être même avoir le sentiment de m'endormir, hein, mais je vais continuer ou bien d'entendre sa voix, ou bien en tout cas de répondre à ses suggestions. Et c'est ça le rapport. C'est que si vous vous endormez devant la télé, par exemple, eh bien, vous êtes en rapport avec la télé. Que vous l'écoutiez ou que vous l'écoutiez plus tellement à un niveau conscient, mine de rien, c'est elle qui vous a endormi. Donc c'est elle qui maintient votre endormissement. Et si quelqu'un la coupe de façon soudaine, ça vous réveille. Alors qu'il y a moins de bruit. On pourrait penser que ça vous endort. Non, si on la coupe trop subitement, ça risque de vous réveiller. Ou s'il y a le générique de fin du film, ça peut vous réveiller parce que c'est juste un message, c'est juste, voilà, maintenant c'est fini. Donc vous étiez en rapport quand même avec quelque chose. Ce qui vous a hypnotisé vous maintient dans l'hypnose et vous guide dans l'hypnose. Et influence votre expérience. Et bien de la même façon, si on est hypnotisé par quelqu'un qui nous parle, il y a cette relation privilégiée, techniquement, hein, cette relation privilégiée, que Pavlov appelait le point vigile, enfin c'était une espèce de fil d'Ariane, qui est le rapport hypnotique. Cela dit, avec le temps au XXe siècle, avec Carl Rogers, avec toute cette psychologie de la relation, il y a le rapport en hypnose s'est confondu avec la notion d'alliance en médecine, avec des tas de choses comme ça. Donc il y a une définition de la relation qui est souvent un peu plus floue. Et la question, c'est de savoir de quoi on parle en réalité là. Est-ce qu'on veut des techniques rapides pour créer un rapport au sens être capable de passer des commandes, d'obtenir des suggestions, d'obtenir des phénomènes, ou est-ce qu'il s'agit de techniques pour créer une confiance très très rapidement? C'est pas tout à fait la même chose. Quelqu'un peut avoir entièrement confiance en moi, mais pourtant je n'ai pas le rapport hypnotique. La plupart du temps, j'ai une conversation avec des gens qui m'apprécient, ils ont une relativement bonne confiance en moi, on a une relation qui est chaleureuse, qui est agréable, mais on n'a pas ce phénomène hypnotique du rapport, pas toujours. On peut l'avoir spontanément, mais on ne l'a pas toujours. Donc, ce sont deux choses différentes. Et de la même façon, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est en rapport avec quelqu'un, sans que, par ailleurs, leur relation soit extrêmement chaleureuse. Ils passeraient peut-être pas leurs vacances ensemble, et pourtant, ils font une séance d'hypnose. Il y a un professionnel, par exemple. Si je vais voir un professionnel, je vais me mettre en rapport hypnotique avec lui, sans forcément qu'on soit les meilleurs amis du monde. Je ne connais pas plus que ça. Peut-être que, sa personnalité me plaît pas énormément. Et pourtant, si je suis motivé et que j'ai confiance dans son professionnalisme, je vais y aller. Donc, faut pas forcément confondre. On parle de bienveillance aussi, on parle de plein de choses comme ça. Bon, c'est des notions qui sont quand même très distinctes. Donc je dirais que pour créer rapidement une relation chaleureuse de confiance, qui est propice quand même à l'accompagnement en hypnose, pour créer rapidement ça, je dirais surtout d'écouter. Un des torts qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir expliquer à la personne, lui expliquer des tas de choses et lui faire des affirmations. Si vous écoutez quelqu'un, très rapidement, il va avoir le sentiment que vous le comprenez. Donc posez des questions, et posez des questions toutes bêtes, mais vraiment, et écoutez avec beaucoup d'attention, et vous pouvez créer vraiment en très très peu de temps un rapport de confiance. Insistez sur le fait que la personne peut vous mentir et vous cacher des choses. En général, quand vous insistez sur le fait qu'une personne peut vous mentir et vous cacher des choses, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être contente que vous la forciez pas à parler, et du coup, elle va très souvent davantage s'ouvrir et davantage vous confier des choses intimes, personnelles. Et à partir du moment où elle commence à vous confier des choses intimes et personnelles, en quelques minutes, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a accepté dans son cercle de proches. Vous êtes devenu un proche. En gros, elle vous a confié des choses que peut-être même certains amis ne connaissent pas. Donc vous devenez très très rapidement un de ses proches.
Donc ça peut être vraiment au contraire en lui disant que vous n'allez pas chercher à fouiller dans son intimité. Vous lui montrez que vous n'allez pas être intrusif et que vous n'avez pas une curiosité mal placée. Et alors la personne au contraire va avoir envie de vous confier les choses. C'est pas systématique, mais c'est un truc qui fonctionne quand même assez souvent. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même une relation qui est beaucoup mieux scellée. Et pourquoi pas, n'hésitez pas vous-même à confier quelque chose de personnel, de façon discrète, mais pourquoi pas, par exemple, si vous avez eu, de façon naturelle, je veux dire, mais si vous avez eu un souci le matin même ou appris une mauvaise nouvelle, vous pouvez dire à la personne, je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que j'ai appris cette mauvaise nouvelle. C'est une façon très polie de lui dire, voilà, vous n'êtes pas qu'un client, quoi. Il y a une relation, il y a un humain devant moi et je vous fais confiance. Et du coup, la personne va sentir ce pacte de confiance. Pourquoi pas confier juste une information, juste le prénom de vos enfants si vous en avez ou quelque chose comme ça. C'est un donnant-donnant, quoi. C'est un pacte chaleureux aussi entre humains qui peut être une bonne technique. Mais technique au sens, voilà, c'est pas juste un truc, c'est pas juste pour tromper les gens. C'est une façon de... On a peu de temps, il faut en effet que deux humains se rencontrent dans un temps très réduit. Après, voilà, il y a la notion de mandat aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la demande de la personne. Pousser la personne à exprimer le fait qu'elle vous demande de l'aider de façon très claire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et tant qu'elle ne répond pas clairement à qu'est-ce que je peux faire pour vous, et qu'est-ce que j'attends de vous, et tant que vous ne lui avez pas recadré aussi, ben voilà, moi je pourrais faire ça pour vous, mais vous devez faire ça pour moi, etc. Parfois la relation n'est pas claire, et quand elle n'est pas claire, la personne peut se méfier. Donc il faut aussi avoir un mandat clair. Donc je parlais de la confiance. Il y a un truc, Erikson donne beaucoup d'exemples sur la confiance aussi, qui consiste à utiliser pourquoi pas des phénomènes hypnotiques d'ailleurs, ou d'autres trucs, où il pourrait mettre la personne en défaut, il pourrait mettre la personne en difficulté, mais il ne va pas le faire. Par exemple, il va montrer à la personne qu'il peut obtenir d'elle qu'elle fasse quelque chose d'embarrassant. Mais ensuite, il va bien lui expliquer qu'il est hors de question que son inconscient fasse quoi que ce soit d'embarrassant pour elle. Et à partir du moment où la personne entend ça, elle entend que la personne en face d'elle a un certain pouvoir, puisque c'est vrai que l'hypnose peut donner une forme de pouvoir, du moins cette impression, mais elle a aussi entendu que son hypnotiseur refusait de ce pouvoir-là. Donc tout ce qu'on appelle un peu les fusibles, enfin ces précautions, là, ces suggestions de précaution, qui consistent à dire, voilà, j'aimerais que votre inconscient ne trahisse jamais aucun secret qui soit embarrassant pour vous, ne vous mette jamais dans une position embarrassante. Ça va permettre à la personne d'avoir rapidement confiance, de se dire, ah ben je suis entre de bonnes mains, j'ai quelqu'un qui ne cherche pas à m'assujettir à son pouvoir, à me rendre docile, mais qui au contraire me sécurise. Donc vraiment sécuriser la personne à fond. Ça, on avait parlé la dernière fois du rapport de confiance. Et sur le rapport en tant que phénomène, en tant que vraiment relation privilégiée, alors là, il y a des trucs beaucoup plus techniques, en tant que relation hypnotique privilégiée, là, il y a des trucs plus techniques du genre, bien regarder la personne dans les yeux, et pourquoi pas maintenir le regard. Ça peut sembler très cliché, mais savoir maintenir un regard, sans agressivité, avec beaucoup de douceur, mais maintenir le regard, votre regard dans celui de la personne, va amener la personne à maintenir son regard dans le vôtre, et ça peut créer vraiment beaucoup plus facilement un effet de bulle, c'est-à-dire que le reste autour va disparaître. Il y a des techniques, les fameuses techniques parfois un peu survendues, mais qui ont quand même de l'intérêt, pourquoi pas, de synchronisation. C'est-à-dire sans être forcément dans le fait d'imiter l'autre, mais mine de rien, pourquoi pas adopter quand même un rythme qui soit assez proche du sien, un rythme respiratoire assez proche du sien. Pas forcément quand vous parlez, mais quand vous parlez pas, pourquoi pas respirer en même temps que la personne, ça peut créer vraiment un sentiment de miroir, comme ça, de bulle assez fort. Il y a une technique aussi qui consiste justement à avoir au moins un point commun. Alors le mieux c'est de ne pas le contrefaire, c'est plutôt de trouver ce point commun. Mais par exemple, ça peut être la posture, c'est-à-dire que la personne a les jambes croisées, vous avez les jambes croisées. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les points en commun, juste un point commun. Si la personne se gratte souvent l'oreille, vous pouvez par exemple... Mais le mieux c'est que ça soit naturel, mais vous grattez souvent l'oreille. Il y a des études qui montrent que ça facilite beaucoup la confiance qu'on fait à quelqu'un, qu'on donne à quelqu'un, le fait qu'on ait le sentiment qu'elle a au moins un point commun avec nous. Donc si vous en trouvez un, c'est bien. Si vous en fabriquez un, c'est quand même une méthode qui
qui est intéressante. Il y a ça. Moi, ce que j'utilise, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un autre, aussi pour créer un rapport très très rapidement avec certaines personnes, c'est de leur donner des instructions aussi. Hein. J'en avais déjà parlé de ça. Mais pourquoi pas leur dire faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites cela. Par exemple, tenez, je vais vous demander de vous lever si vous voulez bien. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous rasseoir. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous demander de lever la main droite. Ouais. Et lever la main gauche. Oui. Très bien. Baissez les mains. Prenez une bonne inspiration. Ok. Fermez les yeux. Ok. Et ça paraît tout bête, mais en réalité, si c'est fait avec douceur, il y a pas de piège. C'est juste des instructions. Donc, si la personne, elle les suit, et c'est qu'elle me fait confiance, et ce que je lui demande continue d'être parfaitement acceptable, donc à chaque fois, elle voit que, elle peut me faire confiance, je ne l'emmène pas trop loin, que je vais pas trop vite, que ce que je lui demande est totalement acceptable. Et il y a un peu comme une façon de dire « Ok, vous me suivez ? Oui, je vous suis. Vous me suivez ? Oui, je vous suis. Vous me suivez ? Oui, je vous suis. » Très bien. Et ça permet d'installer dans des situations, par exemple, de crise. La dernière fois, je parlais des gens qui, par exemple, vont être dans un état de choc, qu'on croit facilement hypnotisables et qui en réalité sont souvent difficiles à appréhender. Il faut créer un rapport avec eux et souvent assez compliqué. Si on y arrive, si on arrive quand même à ce qu'ils nous entendent et ce qu'ils nous répondent, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de leur dire « Ok, serrez très fort mon poignet. Serrez avec votre bras mon poignet. Ok, s'ils peuvent, hein. Serrez mon poignet. Ok, très bien. Desserrez-le. Ok, serrez-le, desserrez-le. Regardez-moi dans les yeux. Très bien. À nouveau, serrez-le, desserrez-le. Prenez une grande inspiration. Ok, vous vous appelez comment? D'accord. Regardez-moi, serrez mon poignet, desserrez mon poignet. Très bien. Maintenant, prenez une grande inspiration, fermez les yeux et détendez-vous profondément. C'est-à-dire qu'avant, j'ai donné un certain nombre d'instructions qui passent en plus par du toucher. Mais en plus, c'est l'autre qui me touche et pas moi qui le touche. Donc, c'est vraiment pas intrusif. Et elles servent à rien en quelque sorte. Je pourrais très bien en imaginer d'autres. Ça pourrait être appuyé sur mon épaule. Enfin, je veux dire, c'est pas le fait de serrer le poignet en soi n'est pas important. Mais ça va permettre de créer un rapport. C'est un peu une façon de dire, ok, vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Vous êtes vraiment avec moi? Oui, je suis avec vous. Et ensuite, je lui donne des suggestions qu'il veut entendre. C'est-à-dire, là, ok, prenez une bonne inspiration, laissez votre corps se détendre, vous rentrez à l'intérieur de vous, laissez la douleur s'en aller. Donc ça, c'est une méthode aussi pour créer un rapport assez rapidement. Bon, on peut en imaginer plein d'autres, hein. Mais posez des questions, pourquoi pas. Posez des questions. Sinon, si c'est en cabinet, posez des questions assez rapidement. Voilà, ce qui me vient comme ça. Il y a un truc que je rajouterais, et tu me diras si t'es ok, mais là t'as parlé de beaucoup de petites techniques. Le rapport, pour moi, il se crée aussi en étant à la bonne distance physique. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, et moi je l'ai vu surtout en formation, où tu peux avoir justement la personne qui est pas à l'aise parce que l'hypnothérapeute qui est à côté d'elle est en train d'être trop près, de la regarder peut-être un peu trop intensément ou des choses comme ça. Et il suffit de lui demander, la plupart du temps en cabinet, ou à quelle distance ce serait confortable pour elle si on perçoit une gêne, et de rester un peu alerte là-dessus aussi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très juste parce que je pense qu'en fait, bien souvent, il y a un problème quand même de rapport dans l'intention. Il y a trop d'intention. Moi, je vois en formation, souvent, en tout cas, je vois des praticiens qui sont ravis de faire l'exercice sur leur sujet et qui ont une énorme intention. Et ça se voit dans leur posture qui est toute tournée vers l'autre, dans leur voix qui se projette énormément, etc. Alors, enfin, attention, hein, parce que souvent, on les entend à peine parler, mais ils se projettent dans l'air comme ça, ce qui fait qu'on les entend pas, à la fois on les entend pas et à la fois enfin je veux dire c'est pas très naturel. Et ça manque de bonhomie, tout ça finalement. Ça manque d'une sorte de, je suis disponible, je suis là, je suis pour vous. Moi ça me l'a souvent fait ça. Hein. Quand j'ai quelqu'un devant moi qui veut trop que je rentre en hypnose, qui veut trop que j'aille bien, qui veut trop que je sois heureux, je sens bien qu'il y a un truc en moi qui a pas très envie, quoi. Et qui utilise trop de techniques, ou qui me regarde avec un air malin dès que je dis un truc qui fait du genre ouais, alors là j'ai compris, là j'ai interprété, etc. Ça c'est insupportable. Les interprétations, c'est très énervant. Les interprétations d'une manière générale d'ailleurs, c'est très énervant. Ah ouais, mais toi t'es de type comme ci ou comme ça, ou ah bah oui, ça c'est forcément c'est lié à ci à ça. Ça casse un rapport immédiatement. Donc c'est pour ça que c'est bien que tu me fasses revenir là-dessus parce que c'était pas très spécifique quand je disais soyez à l'écoute.
N'ayez pas dit, enfin même si vous avez une idée qui vous vient à l'esprit, ne la donnez pas forcément. La personne, elle vous a donné une info, vous faites c'est tout. Et vous avez l'idée, mais vous n'avez pas forcément l'expliciter à la personne. Laissez-la respirer, c'est elle qui doit parler plus que vous. Enfin, en tout cas, si elle doit se relancer elle-même, il ne faut pas que vous lui ayez coupé la parole. Coupez surtout pas la parole. Et en effet, dans la position physique, ça se voit souvent, des gens qui sont trop près l'un de l'autre. Souvent, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais je pense que la bonne position pour faire de l'hypnose, c'est une position que vous pourriez prendre avec cette personne-là pour boire un thé. Alors ça dépend, il peut y avoir on peut jouer sur des positions qui sont un peu artificielles, genre très face à face ou très proche ou des choses comme ça. Mais souvent, si on va trop vite dans ce genre de position-là, avec certaines personnes qui sont un peu craintives, qui viennent un peu à reculons, ça peut vraiment les bloquer complètement, d'être trop près, trop face à face, etc. Et justement, alors là pour le coup, on pourra pas plonger notre regard dans le leur parce que ça va leur faire peur. Alors que si vous êtes dans la même position que vous pourriez prendre socialement, normalement avec elle, pour cette personne-là, pour boire un thé, ou pour, voilà, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez la regarder avec plus de douceur, d'intensité, ralentir le rythme, et là, vraiment l'entraîner très facilement en hypnose. Mais c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose d'un peu... une position où on est sur les coudes, les coudes sur les genoux, je veux dire, extrêmement tournés vers l'autre, avec une intention très forte, qui peut être trop forte, qui peut être envahissante pour l'autre. Mais c'est ça. Et puis, je sais que j'ai déjà fait des séances avec des personnes qui étaient pas à l'aise dans mon cabinet. Je pense que tu en as fait aussi, où tu es quasiment à l'autre bout de la pièce parce que ça empêche pas de faire de l'hypnose, mais la personne se sent plus en confiance. Oui, tout à fait. Alors, il y a un truc, ça me fait penser d'ailleurs, il y a un truc, une méthode qu'Erickson donne qui est très intéressante, qui consiste à passer par une forme de régression, ou du moins de projection, c'est-à-dire que si la personne n'est pas à l'aise avec moi, je vais pouvoir lui demander, et si elle me l'exprime, ou si je le sens, je vais pouvoir lui demander, par exemple, avec qui est-ce que vous êtes particulièrement à l'aise ? Ou qui est-ce qui, ou bien dans votre entourage, ou que vous connaissez, aurait la présence idéale pour vous entraîner dans l'hypnose. Et là, en lui posant quelques questions là-dedans, en réalité, l'amener à imaginer cette personne-là et presque à me substituer à elle. Pareil pour un lieu, finalement, si elle est pas bien, si elle est pas bien dans mon cabinet, pourquoi pas lui dire, ok, voilà, ce cabinet il est pas extraordinaire, il est peut-être trop petit, il est peut-être ceci, il est peut-être cela, ou alors la position vous plaît pas, dans quelle position vous aimeriez être, et dans quel lieu vous aimeriez être, et rapidement l'amener à se projeter qu'elle est là-bas, et qu'elle est dans cette position. Et en plus, du coup, on obtient un phénomène hypnotique assez rapidement, mais on va exploiter ce qui est déjà ce qui sont déjà les apprentissages et l'expérience de la personne, ce qui appuie déjà chez elle sur le bouton confiance, et quelque part, je gagne quand même. C'est-à-dire je triche, mais je gagne parce que j'ai été à l'écoute d'elle-même, de ce qu'elle est, de la personne qu'elle est, de ce qu'il y a déjà en elle, de la façon dont elle fonctionne, de ce qui lui fait du bien. Je lui ai posé des questions, j'ai utilisé son matériau, et donc forcément je mérite sa confiance si je fais ça. C'est pas juste un truc, quoi. Tu t'es adapté pour qu'elle vive une meilleure séance, tout simplement. Donc Exactement. Alors très souvent, voilà, c'est-à-dire tu dis le mot adapté, je dirais que c'est soit l'un soit l'autre. Soit je me suis trop adapté, ça peut arriver, et si je m'adapte trop, du coup la personne ne me fait pas confiance parce qu'elle me mène par le bout du nez, et là ça peut être bien de lui donner vraiment des instructions extrêmement claires et de reprendre un peu la direction des opérations, et elle me fera confiance, elle se dira voilà, quelqu'un qui reprend le cadre, pour résumer un peu les deux différentes voies que j'ai données. Soit au contraire, je me suis pas assez adapté, et en effet j'ai été trop dirigiste, et la personne a juste besoin aussi qu'on la suive un peu, et c'est souvent l'un ou l'autre, mais le rapport peut être vite rétabli en réalité. Ok. Et du temps, faut laisser du temps aux gens. Ok, oui c'est ça, c'est prendre du temps pour en gagner après, ce qu'on disait la dernière fois. Absolument. Ok, écoute, j'aimerais revenir sur une autre question à laquelle tu avais commencé à répondre quasiment en début de live là. Elle est un peu longue, donc je te la reformulerai deux fois, mais je te la fais en entier. Qu'est-ce que tu penses des hypnos qui font des petits jeux hypnotiques, style les mains collées, le ballon dans les mains, la catalepsie, pour entraîner le sujet en fait à l'hypnose, un peu voir les réactions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi à faire ça? Et est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est l'occasion de chercher les métaprogrammes aussi de la personne? Et effectivement, si c'est le cas, lesquels on peut chercher?
fait une belle question. Hein. Oui, alors attends, voilà, je te redemanderai certaines parties de la question après. Mais donc oui, alors qu'est-ce que je pense des gens qui font des petits tests d'hypnose, des petits jeux hypnotiques? Bon, c'est bien, enfin chacun, toutes les méthodes, tant que ça marche, c'est bien. Juste, parfois, donc les mains collées par exemple, c'est donc, on parlait d'idéomoteur tout à l'heure, c'est intéressant. Les mains collées, ça consiste à suggérer aux personnes qu'elles ont les deux mains qui sont collées l'une à l'autre et qu'elles n'arrivent pas à les décoller. En réalité, ce qui se passe, évidemment, c'est pas qu'elles sont collées, c'est qu'il y a une confusion kinesthésique, c'est-à-dire que la personne essaye de les décoller, mais elle se trompe de muscle, en quelque sorte. Elle se trompe de mouvement. En réalité, elle fait un autre mouvement, qui est le mouvement de les coller l'une à l'autre. Donc, ça crée une confusion kinesthésique. Ça, par exemple, typiquement, c'est un phénomène, ce qu'on peut appeler un phénomène négatif ou privatif, c'est-à-dire qu'on prive la personne d'une capacité, la capacité à bouger. Faut faire attention parce que amorcé par ça, ça peut être un peu. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ont l'impression qu'on prend un contrôle sur eux et qui perdent le contrôle. Il y a des gens qui, au contraire, sont très friands de ce genre de choses parce que ça, voilà, l'hypnose existe, le rapport est très établi. Alors pour le coup, il y a un rapport très très fort. C'est à double tranchant parce que si la personne n'y arrive pas, elle risque. En fait, c'est un test qui est très ambitieux. C'est les tests des doigts collés ou des mains collées, c'est les tests d'hypnose de spectacle qui sont très ambitieux. C'est très ambitieux de commencer par un phénomène comme celui-ci, et justement parce qu'en hypnose de spectacle, l'idée c'est que la plupart des gens échouent et qu'on puisse sélectionner les meilleurs, ceux qui sont déjà dans une hypnose suffisante pour avoir ce genre de phénomène-là, et on les fait monter sur scène. Donc l'idée, c'est qu'un maximum de gens échouent et qu'on garde juste la crème de la crème. En cabinet, c'est à double tranchant, parce que ça veut dire que la plupart des gens vont échouer la première fois. Et donc risque d'être déçu, de se dire bah zut alors, est-ce qu'il va arriver à m'accompagner puisque je suis pas hypnotisable selon ce critère. Donc on va amener ça comme un apprentissage, comme un jeu, mais il n'empêche que même si on met de la crème autour, c'est toujours un peu décevant de commencer par une suggestion qui va rater. Donc celle-ci, je la trouverais peut-être un peu ambitieuse au début, mais quitte à l'amener, pourquoi pas plus tard, et à condition de la mettre au service de la séance, de dire à la personne, par exemple, vous voyez, vous avez créé un blocage, maintenant on va apprendre à débloquer. Et vous voyez, c'est comme le problème que vous m'avez amené, c'est un blocage, et bien comme de la même façon que vous avez appris à débloquer les mains, et bien vous allez maintenant débloquer votre problème. Donc il faut en faire une métaphore, il faut toujours le relier quand même à ce qui amène la personne. Le ballon dans les mains ou même toutes les métaphores qui permettent d'avoir des mouvements idéomoteurs, comme je disais tout à l'heure, c'est très bien de commencer, pourquoi pas, par de l'idéomoteur pour amorcer. En fait, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de voir s'il y a du répondant, sans même d'avoir d'hypnose, ça vous permet de voir si, quand vous demandez quelque chose, quand vous mettez l'idée d'un mouvement chez la personne, eh bien le mouvement se crée. En quelque sorte, c'est une façon de contacter l'inconscient, de lui dire « Bon, allô, est-ce que t'es là ?» Oui, d'accord. Il vous livre déjà des toutes premières commandes, et ça vous permet de voir qu'il y a un canal. Et grâce à ce canal, ensuite, on va pouvoir demander des choses de plus en plus ambitieuses. Donc, par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est quand même le corps qui penche vers l'avant ou vers l'arrière, pourquoi pas jusqu'à la chute, des petits tests comme ça, des petites choses qui, en réalité, sont déjà des amorces. Là, on parle de tests pour ensuite adapter l'induction, mais en réalité, l'induction a déjà commencé. Mais pourquoi pas le présenter comme des tests. Le problème, c'est qu'un test, ça peut amener un enjeu. La personne peut se dire « Oh là là, zut, j'espère que je vais réussir le test ». Donc on peut simplement aussi le présenter comme une façon de faire connaissance avec le type de réceptivité de la personne. Je crois qu'il y avait le mot catalepsie aussi, c'est ça ? Tu me parlais de catalepsie ? Ouais. Dans la question, il y a catalepsie, effectivement. Parce que pour le coup, commencer par une catalepsie, ça je le conseille à l'Erickson de systématiser le fait de vraiment commencer par une catalepsie systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un bras ou deux bras qui sont en l'air. Ça c'est pas grand chose, même un mouvement automatique, ça c'est vraiment très bien de commencer par ça. Donc après avoir discuté avec la personne, mais de commencer l'induction là-dessus. Parce que je dirais, même si je vous invite à prendre vraiment beaucoup de temps pour bien travailler vos inductions, il ne faut pas qu'elles perdent du temps. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des mises en situation, des mises en condition qui durent une demi-heure avant de commencer un premier phénomène. Essayez d'avoir un phénomène facile à obtenir, mais très vite. Par exemple, les deux mains l'une en face de l'autre, en effet comme si elles tenaient un ballon, et ensuite vous dites, les mains se rapprochent l'une de l'autre. Chez la plupart des gens, pour le coup, ça c'est un phénomène qui arrive assez vite chez plein de gens, et au moins ils se disent là il y a un truc qui se passe, il y a bel et bien quelque chose d'un petit peu étonnant qui se passe, cette personne va pouvoir activer des leviers qui vont m'aider. Si elle vient faire de l'hypnose, c'est pas pour qu'on l'aide par les leviers habituels, elle veut qu'il y ait un truc qui se passe, donc ça risque même de la rassurer, de la mettre en condition. Donc je suis très pour.
Faites attention si vous avez appris ces tests-là ou ces exercices-là dans des formations d'hypnose de rue, par exemple, ou d'hypnose de spectacle. Faites attention à les défaire de tous les tics, parce que c'est pas du tout le même contexte, hein, les mêmes enjeux. Donc ne pressez surtout pas la personne, n'insistez pas trop. Par exemple, on parlait des mains collées. Parfois, en hypnose de rue, en hypnose de spectacle, l'idée c'est que la personne elle ne décolle pas, surtout pas. Donc on va insister beaucoup, parler beaucoup et lui laisser peu de temps pour tester. En cabinet, si vous voulez faire ça, eh bien, l'idée c'est que le phénomène soit de qualité. Donc vous lui direz vos mains sont collées et vous ne pouvez pas les décoller, et vous vous taisez derrière, vous la laissez tester. Et si ça marche pas, ça marche pas. Donc si vous faites des tests comme ça, n'y mettez pas du tout d'enjeu personnel, n'essayez pas de réussir. La personne réussit ou ne réussit pas. J'ai envie de dire même, allez jusqu'à des phénomènes, proposez-lui des tests auxquels elle échoue, comme ça vous savez ce qu'elle ne sait pas faire. Par exemple, elle n'arrive pas à faire une lévitation, bon bah très bien. Et comme ça, vous savez à quoi l'entraîner. Et du coup, votre induction, c'est ça, c'est de l'entraîner à une lévitation. Donc, si une personne qui savait pas faire une lévitation du bras il y a 10 minutes, maintenant sait faire une lévitation du bras, eh bien, elle a quelque chose en plus. Elle a un levier en plus sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour le changement. C'est intéressant, ça permet de faire connaissance, non seulement de faire connaissance avec de quoi la personne est déjà capable en arrivant, mais aussi de faire une première évaluation pour la faire progresser, pour l'entraîner à ces différents phénomènes. À condition que ça soit utile, hein, parce que sinon vous n'allez pas lui faire perdre son temps par exemple, à lui faire travailler des hallucinations si vous n'avez pas lieu d'utiliser des hallucinations pour sa problématique. Mais en tout cas, voilà, donc ce que vous pouvez proposer comme des tests ou des jeux, ça me va très bien, moi. C'est des choses qui me vont très bien, à condition, voilà, vraiment que ça soit pas, que ça lui rajoute pas une pression non plus. Donc du coup, pour toi, l'intérêt, il est utilisationnel là derrière, après, c'est ça ? Il est utilisationnel. Alors oui ou non. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des choses pour la découverte et ensuite voir ce que vous en ferez. Et vous pouvez très bien ne pas les utiliser au final. Mais bien souvent, on n'est pas obligé de multiplier des petits tests comme ça juste pour le plaisir. Si vous avez un bras qui monte, un autre bras qui monte et je sais pas, la tête qui bouge toute seule, là vous pouvez déjà faire toute une séance sur ces leviers-là. Il n'y a pas besoin d'en faire des centaines. Mais en effet, si à un moment donné vous vous retrouvez par exemple avec les mains collées, ça peut être utilisez-le par rapport à la problématique de la personne. Ça peut forcément devenir une métaphore. Donc à un niveau ou à un autre. Donc utilisez-le. Mais justement, j'aimerais quand même. Moi, j'ai mis du temps avant de faire ça. Pendant longtemps, je pratiquais. Donc on discutait avec la personne. Ensuite, j'enchaînais vers une hypnose qui était pas très formalisée, parce qu'on m'avait appris que c'était mieux de faire rentrer la personne en hypnose de façon subtile, sans forcément couper le moment de l'induction, le moment de l'anamnèse et le moment de l'induction, et qui était immédiatement orienté vers son objectif. Et maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça, que je procède plus du tout comme ça. Au contraire, on discute, et à un moment donné, je dis à la personne, vraiment, on va laisser ça de côté. Maintenant, on passe à l'hypnose. Et là, on aborde l'hypnose de façon plus ludique, en laissant totalement sa problématique de côté. Donc là, on fait en effet une série de petits exercices, de petits jeux comme ça, souvent idéomoteurs, et puis ensuite, pourquoi pas les inductions un peu plus ambitieuses, pourquoi pas partir sur le sommeil, ou pourquoi pas directement par la relaxation. En tout cas, je m'occupe de créer l'hypnose, de créer l'état d'hypnose et on va dire la connexion avec l'inconscient. Et une fois que j'ai des outils satisfaisants, à ce moment-là, je ramène la problématique. Donc il y a vraiment une sorte de parenthèse où on ne parle plus du problème. Et je pense que c'est pas mal. Alors, ça peut enlever de la motivation à rentrer en hypnose, mais quand même, je pense que ça allège aussi un peu. C'est assez sympa de pouvoir laisser de côté la problématique pour vraiment travailler l'outil et ensuite relier les deux. En tout cas, moi, actuellement, je fonctionne encore majoritairement comme ça, on va dire. Ok. Mais je crois que dans la... il y avait une deuxième partie à la question. Vas-y, redis-moi la fin de la question, alors. Donc du coup, après, y a-t-il un intérêt pour toi ? C'était, est-ce qu'on peut utiliser les résultats d'une certaine façon ? Comment on peut les utiliser ? Et est-ce que c'est l'occasion aussi de chercher les métaprogrammes de la personne ? Et si oui, lesquels ? Alors, utiliser ça, bah oui, alors j'ai dit, oui, ça peut être... En fait, les tests sont déjà des phénomènes hypnotiques, sont déjà de l'induction, c'est pas juste des tests, en réalité. Prenons par exemple
Prenons par exemple, je sais pas, le fameux test des doigts collés là, où les gens, on va dire, on les invite à comment on appelle ça, je trouve pas mes mots, à joindre leurs mains, voilà, joindre leurs mains, mais à tendre leurs index l'un en face de l'autre, et puis on leur dit que leurs index se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. Donc là, il y a aucun phénomène hypnotique, jusque là c'est juste purement mécanique, hein, les index ils se rapprochent. Et puis, donc là, il n'y a pas grand-chose c'est pas un phénomène hypnotique, mais ensuite on leur suggère que plus ils essaient de les détacher, plus, je suis en train de le faire en même temps, et puis du coup je me fais piéger. Plus ils essaient de les détacher... Je suis en train de faire pareil. Ah ben voilà. Plus ils sont collés. Et donc, ça fait quand même un moment qu'on leur suggère de se concentrer sur leurs deux doigts, qu'on leur dit qu'ils se rapprochent, qu'on leur dit qu'ils se rapprochent tout seuls, alors qu'en réalité c'est mécanique. Bref, il y a déjà toute une mise en condition, toute une concentration de l'attention. Ensuite, on leur lance cette suggestion qu'elles sont collées et ne peuvent pas se décoller. Et ceux chez qui ça prend, eh bien, on peut les sélectionner pour monter sur scène, par exemple, dans un spectacle d'hypnose. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que en réalité, on peut le présenter comme un test, mais c'est presque mentir, évidemment. C'est un truc de le présenter comme un test, parce qu'en réalité, ça a déjà été toute une induction, tout un entraînement qui a duré un certain temps, et ensuite la suggestion d'un phénomène hypnotique nouveau, donc qui avait amené tout un univers où la personne, elle peut se mentir à elle-même, on va dire, et rentrer dans une distorsion de sa perception et une confusion kinesthésique. Donc il y a eu tout ça permet en fait d'enlever la pression sur l'induction, non pas en disant bah là je vous hypnotise, mais là on va juste faire quelques tests afin que je fasse connaissance avec votre façon de réagir, votre type de réceptivité, qui me permettra ensuite de mieux choisir mes outils. Mais en réalité, si ça se trouve, vous allez faire la même chose pour tout le monde, mais vous faites comme si c'était personnalisé, et en réalité, la personne se rend pas compte que l'hypnose a commencé depuis déjà un moment, puisque vous l'avez présenté comme un test. Pour le dire d'une manière plus générale, ces tests vont vous permettre de faire connaissance avec la réceptivité de la personne. Vous ne savez pas comment elle réagit, vous ne savez pas comment elle répond à l'hypnose et aux suggestions, et en effet, en faisant ces tests, il peut arriver que vous vous rendiez compte, par exemple, vous avez une personne à qui vous dites votre corps va vers l'avant et son corps va vers l'arrière. Alors c'est hyper intéressant parce que vous refaites l'expérience 2-3 fois, vous dites votre tête va vers la gauche et sa tête va vers la droite. Bon là vous avez une personne qui est très réceptive, qui développe de beaux phénomènes, des belles réponses, simplement elles vont dans une autre direction que celle que vous avez demandé. Donc c'est pas une résistance, hein, c'est une sorte de compromis. Donc pourquoi pas utiliser ça, vous avez cette info. Donc je dirais, sans forcément aller dans une théorisation comme les métaprogrammes, choper de l'info. En effet, quand vous faites ça, c'est l'occasion de découvrir comment fonctionne la personne, et du coup de pas se buter, enfin voilà, d'en tenir compte pour personnaliser le reste, quoi. Okay. Mais bon, voilà, ne vous prenez pas non plus énormément la tête à essayer d'analyser pour ensuite faire le bon choix, de la bonne induction, parce que vous risquez de vous charger d'un effort, d'une intellectualisation. Donc quand vous faites ça aussi, laissez votre... Alors c'est bien un peu bizarre ce que je veux dire, mais laissez votre inconscient observer aussi. C'est-à-dire que vous laissez votre intuition. Vous êtes en train de faire ça, et puis probablement que le choix que vous allez faire après, de toute façon, sera influencé par ce que vous avez vu. Donc laissez-vous guider aussi à ce moment-là. N'intellectualisez pas trop le processus, quoi. Ok. Eh bien, merci. Tu avais quelque chose à rajouter avant que je passe à la question d'après? Non, question suivante, ça va. Ok, alors celle-là, j'avais envie que tu y répondes parce qu'elle est un peu polémique. Est-ce que tu pourrais développer un peu là ton point de vue sur les outils inutiles ou perfectibles qu'on apprend dans les formations? Les outils inutiles ou perfectibles qu'on apprend dans les formations. J'ai dû faire allusion au fait que moi-même j'avais été obligé d'éliminer pas mal de choses qu'on m'avait apprises. Et d'ailleurs... Ce qui veut rien dire de la qualité des formations qu'on m'avait données, mais en tout cas moi dans ma pratique, j'étais très très content sur le coup, et en fait il a fallu que j'élimine beaucoup de choses. Je sais pas si c'est le cas de toutes les formations, et à force, c'était il y a 15 ans, à force peut-être qu'il y a un tri qui s'est fait, et qu'aujourd'hui il y a des tas de choses qu'on apprenait à l'époque qu'on n'apprend plus, mais en tout cas je pense que c'est vraiment nécessaire. Quand il y a un truc, c'est qu'en France actuellement, et je pense que c'est pas le cas que en France, il y a beaucoup de gens qui animent des formations qui, au moment où ils commencent à animer les formations, n'ont pas forcément une énorme expérience de cabinet. Et donc en gros, ils prennent le contenu de ce qu'on leur a appris et ils le transmettent. Ce qui fait qu'il n'y a aucun tri qui est fait. S'il y a dedans quelque chose qui ne marche pas, il sera transmis tel quel. Vous avez même des gens qui ont une expérience de cabinet, mais qui se mettent à la formation et qui n'enseignent pas du tout ce qu'ils font en cabinet. Ils enseignent ce qu'on leur a appris. Ils reprennent vraiment le contenu traditionnel. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se transmettent depuis 10, 20, 30 ans,
Que quand vous demandez à un collègue, est-ce que toi, ça t'arrive de faire ça en cabinet, vous demandez à plein de collègues et puis ils vous disent non, jamais, enfin je m'embête pas avec ça, ça fait longtemps que je m'embête plus avec ça. Alors je saurais pas dire quoi, parce que si je dis des exemples là, il y a forcément quelqu'un derrière son ordinateur qui va dire ah ben oui, mais moi je le fais, ça je le fais toujours, etc. Oui, mais il n'empêche que je pense qu'il y a une méthode en tout cas que vous pouvez avoir en tant que praticien, c'est enlever. Pour savoir si quelque chose est important, enlevez-le. Si ça change rien, si vous l'avez enlevé et que ça change absolument rien, c'est que bon, c'était pas si important que ça. Par exemple, parler sur l'expiration de l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Et puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'en ai absolument rien à faire de ça? Et bien, ça changeait absolument rien. Si, par moments, ça peut donner un effet un peu rigolo, mais ça changeait absolument rien. Au contraire, ça m'encombrait énormément, mais ça n'a pas une grande importance. M'adapter à l'orientation sensorielle principale de la personne. Que ça, c'est quelque chose que les créateurs de la PNL ont proposé au départ. Qu'on observe si la personne, avec ses mouvements des yeux, elle est plutôt visuelle, kinesthésique, olfactive, etc. Très rapidement, ils ont dit, bon, bah, ça, c'est pas fiable. Les créateurs même ont dit, c'est pas fiable, mais les gens ont continué d'enseigner ça ça continue encore d'être enseigné. Mais si vous faites pas gaffe, ouais, on en parle énormément. Si vous faites pas gaffe à ça, et si vous vous adaptez pas à ça, qu'est-ce que ça change? Ben, la plupart du temps, pas grand-chose. On arrive à se persuader que c'est très efficace, mais enlevez-le pour voir si c'est réellement si pertinent. Je vais donner un autre exemple, c'est par exemple, si vous dites à une personne pour faire une lévitation de main, la main va monter, au lieu de ta main va monter. Vous enlevez le ta main va monter, qui est possessif, et vous passez à la main va monter, ou cette main va monter. On donne souvent ce genre d'instructions. Il faut surtout faire très attention à ce que ça soit formulé d'une manière comme ça dissociée. Bah, je sais pas, moi, essayez, vous verrez, moi j'ai jamais observé aucune différence. Ta main va monter, ça fait exactement le même effet que cette main va monter. Peut-être pour une anesthésie éventuellement, bon, mais vraiment je pense pas que ça soit ça le mécanisme qui joue. Un autre truc qui me vient à l'esprit, c'est l'inconscient n'entend pas la négation. Voilà, encore une énorme connerie qu'on enseigne, mais vraiment on l'entend beaucoup, mais là j'ose le dire, c'est une énorme connerie. Parce que si c'était le cas, cette phrase ne pourrait pas être entendue. Le cerveau n'entend pas la négation. Donc cette phrase, elle a elle-même un paradoxe. Et quand on le dit, il y a des gens qui ne réalisent même pas que c'est un paradoxe. Et ça n'a aucun sens. Ça vient d'un truc qui est l'effet ours blanc. Je mettrai un lien dans la description sur l'effet ours blanc, où en effet, par exemple, si je dis à quelqu'un ne pense pas à quelque chose, si je parle d'un processus cognitif, ne pensez pas à un arbre rouge, eh bien au moment où je le dis, vous pensez à un arbre rouge. Mais si je vous dis ne vous levez pas, vous n'allez pas vous lever comme ça compulsivement, donc ça n'a aucun sens. Et puis on va un coup dire le cerveau, un coup dire l'inconscient, enfin ça n'a vraiment pas de sens. Et il suffit d'en faire l'expérience. Moi souvent je fais faire à mes élèves, la première suggestion, le premier exercice que je leur fais faire à mes élèves, c'est de se mettre debout et de dire à l'autre à 3, ton corps va pencher vers l'arrière sans tomber. Eh bien il tombe pas. Donc ils font bien l'expérience que sans tomber, ça ne fait pas tomber les gens. L'inconscient a bien compris que c'était ne pas les faire tomber. Donc c'est pas vrai. Après, il y a un fond, il y a quelque chose derrière qui est pas si bête que ça, c'est qu'il faut éviter certains mots négatifs, mais globalement, c'est pas vrai que l'inconscient n'entend pas la négation. Donc il suffit de tester. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont quand même vraiment de la pollution, parce qu'en fait c'est l'état d'information. Alors moi j'ai des collègues formateurs qui me disent si, il faut que les gens l'apprennent pour faire comme nous, c'est-à-dire le désapprendre. Non, je pense quand même que globalement, on pourrait gagner beaucoup de temps si on faisait du ménage dans tout un corpus de techniques et de conseils et de fausses vérités qu'on a accumulées depuis des décennies et qui, en réalité, ne sont pas réellement efficaces. Et je pense qu'une bonne façon pour ça serait que les formateurs soient uniquement issus de la pratique que tout leur cursus de formation soit issu de leur pratique. C'est-à-dire qu'ils prennent leur pratique, qu'est-ce qu'ils font en cabinet et qu'est-ce qu'ils font qui marche. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une bonne évaluation aussi de leur pratique. Qu'est-ce qu'ils font qui a marché et à ce moment-là, enseigner uniquement ça. Et pas enseigner tout le reste juste par tradition ou parce que ça a été écrit dans un livre ou parce que ça sonne bien. Il y a aussi beaucoup de choses aussi qu'on apprend qui pourraient être utiles, mais qui ne sont pas adaptées à notre format à nous. Par exemple, on avait parlé de l'amnésie une fois, moi je vous dis, l'amnésie, peut-être qu'il y a une tradition sur l'amnésie de la séance, qu'il y a une tradition issue de la suggestion post-hypnotique chez Erickson, mais qui concerne pas tellement la façon dont moi je travaille. Je suis pas obligé de créer une amnésie à chaque séance, heureusement, j'ai de bons résultats.
sans être obligé de faire ça. Sinon, je serais bien embêté quand même. Parce que c'est pas le cas, parce que je sais pas forcément le faire. Donc, il y a aussi tout ça, quoi. Il y a aussi des tas de choses qu'on nous enseigne qui sont pas forcément pratiques, en fait, pas forcément utiles. Donc voilà, à mon avis, il y a du ménage à faire. En disant ça, je suis pas... enfin si, je critique un peu mais je critique de manière générale, c'est-à-dire que je m'inclus dedans aussi. Il y a beaucoup de ménage à faire pour des formations qui soient... D'ailleurs, souvent dans le débat sur comment est-ce que les formations s'amélioreront dans l'avenir, le positionnement de beaucoup, c'est de dire qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus longues. Je sais pas, parce qu'en réalité, il y a énormément de ménage à faire, et si on fait ce ménage, déjà, on va gagner du temps, et on pourra peut-être occuper ce temps à d'autres contenus de formation. Donc, en fin de compte, je ne sais pas, absolument pas, si on aura plus d'heures ou moins d'heures dans une formation de qualité. En disant ça, en fait... c'est pas parce que c'est plus long que c'est meilleur. Je connais des formations qui sont très longues où les gens ils sortent, ils savent pas faire une induction, ils savent pas faire un phénomène hypnotique et ils sont incapables de donner la définition du rapport hypnotique ou de citer 3 auteurs d'avant Erickson, alors que leur formation était très longue. Donc c'est pas forcément la durée qui va forcément la qualité, quoi. Il y a un travail à la fois de perfectionnement à faire, mais déjà de commencer par étudier. Il y a un problème dans ce domaine-là, à ce niveau-là, c'est que peu de gens prennent le temps de l'étude. On se pose comme expert très vite, alors qu'en réalité, il faudrait quand même déjà étudier ce qui a été fait avant nous. Parce qu'on gagnerait énormément de temps. Oui, non, de toute façon, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut se renseigner sur l'histoire et sur ce qui est, à notre sens, bon de garder et d'épurer. Hein. Ça, je le remettais pas du tout en doute. Mais oui, c'est vrai qu'après, c'est intéressant d'aller plus loin. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et puis, je dirais aussi, dans ce qui est inutile ou perfectible dans les formations, je dirais aussi ce qui est souvent inutile, mais ça, c'est un point de vue que je sais que pas mal vont pas le partager, mais ce qui est souvent inutile, de mon avis, dans les formations, c'est le prêchi-prêcha. Dans les formations en hypnose, il y a souvent beaucoup de prêchi-prêcha, beaucoup de discours sur la morale, ou voire l'éthique. À mon avis, c'est pas très utile, parce que si moi, j'ai un élève en face de moi qui est le pire des salauds, c'est pas mon prêchi-prêcha qui va le changer. Malheureusement, il faudrait plutôt une évaluation bien plus rigoureuse là-dessus. À la base, ou un tri à la base, il faudrait vraiment une sélection, quelque chose comme ça. Et si j'ai des gens qui sont de bonnes personnes, elles seront de bonnes personnes de toute façon. Mais c'est pas moi, là, avec un discours un peu paternaliste sur le sens de la vie ou la bienveillance, qui vais convertir cette personne adulte qui a déjà tout un chemin de vie à ce moment-là. Et il y a souvent beaucoup de discours sur l'hypnose, sur la relation, sur l'inconscient, sur des tas de choses comme ça, qui, à mon avis, aussi, là, sont bien, pas toujours, mais souvent assez inutiles quand même. Et qui convertissent d'ailleurs, pas toujours, mais qui convertissent parfois des élèves, c'est-à-dire qu'on reconnaît même, on pourrait presque deviner parfois où les gens ont fait leur formation, non pas à la façon dont ils pratiquent, mais à la façon dont ils parlent de l'hypnose, qui est quand même un art dont on parle énormément, beaucoup plus qu'on le fait. Vous allez à un colloque sur l'hypnose, vous pouvez avoir des centaines de personnes, des milliers de personnes qui viennent pour parler de l'hypnose, et il n'y a pas une démonstration dans tout le colloque. Donc c'est vraiment un sujet de conversation beaucoup plus qu'un sujet de démonstration, l'hypnose. Donc bon. Donc le blabla peut être très inutile. Je dis ça, à la fois on fait ce rendez-vous où je fais beaucoup de blabla sur l'hypnose, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Que dirais-tu d'arrêter ici, parce qu'après sinon on va faire. Ouais. On va s'arrêter là en effet. Merci beaucoup Nico pour toutes ces questions. Il y en avait encore plein d'autres et donc du coup ce sera sujet de prochains podcasts. Ouais. Et avec plaisir. Et merci à tous. Retrouvez tous les podcasts sur garnier-hypnose.com comme d'habitude. Posez vos questions dans les sections des commentaires, mais aussi donnez vos avis, partagez vos expériences, donnez même vos avis contraires, créez des débats, enfin des polémiques, enfin tout ce que vous voulez. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Retrouvez les liens et le menu dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite santé, bonheur et tout le reste. À la prochaine. Allez, ciao.